Et coucou, bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit point lecture pour lequel je vais revenir sur mes toutes dernières lectures, n'est-ce pas? C'est un point lecture, mais qui sont des lectures qui vont rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge et qui n'étaient pas prévues du tout, voilà, qui sont majoritairement des relectures, qui sont aussi des toutes petites histoires, et pour les relectures dont je ne me rappelais plus du tout. Voilà, donc ça fait un petit peu l'équivalent de nouvelles lectures, j'ai redécouvert. Et en tout cas, ça reste pas mal dans le thème du pumpkin, voilà. On va commencer avec Apparition d'Ivan Tourgueniev, donc qui est un auteur russe. Et cette nouvelle, en fait, il me semble que je l'ai lue il y a très longtemps, vous savez, quand ils ont sorti les tout premiers livres des collections à 2 € maintenant, mais qui à l'époque étaient à 10 francs. Mais je n'en suis pas sûre en fait. Mais il me semble bien que je l'avais lu. Hein. J'ai vraiment une vision de moi et surtout une vision de cette vieille couverture qui m'était restée. Mais par contre, rien de l'histoire ne m'est resté si je l'ai lu. Alors, est-ce que je l'avais juste et puis je n'ai pas lu l'histoire ? En tout cas, cette fois, je l'ai bel et bien lu. Donc, je vais pouvoir vous raconter un petit peu l'histoire. Très rapidement, par contre, puisque c'est vraiment un tout petit bouquin. C'est une nouvelle qui doit faire une 60aine de pages, hein, comme souvent dans ce genre de cas. Dans cette histoire, notre personnage principal se sent plutôt mal à l'aise la nuit quand il dort depuis quelque temps. C'est quelque chose d'assez récent. Il a l'impression de sentir quelqu'un l'observer, le regarder. Et un jour, il va effectivement voir un visage au niveau de sa fenêtre qui le regarde et l'observe. Ce visage a l'air d'être celui d'une femme. Il ne sait pas qui elle est, mais elle lui semble familière, il ne sait pas pourquoi. Et cette apparition lui demande de le suivre. Au début, effrayé, il va commencer à mettre ça sur le compte de la panique, du fait de ne pas dormir, et il va s'imaginer qu'en fait, il n'a rien vu du tout, sauf que, effectivement, il va bel et bien se rendre compte que c'est quelque chose qu'il a vu et il va décider dans le désespoir de la suivre et de l'écouter en fait. Ce fantôme, amoureux de notre héros, décide de l'emmener dans plusieurs endroits puisque de par sa condition, en fait, elle peut l'emmener là où il veut en satisfaisant le moindre de ses désirs, entre guillemets, pour lui paraître comme quelque chose de très positif, de quelque chose qui va lui apporter du bonheur. À partir de là, notre héros, qui effectivement ne sait plus trop si c'est réel, si ce n'est pas réel, si c'est dans sa tête, s'il va vraiment dans ces endroits, va commencer à se poser beaucoup de questions, mais également à s'investir en fait dans cette situation. Donc cette nouvelle va nous raconter ses aventures, façon de parler, avec ce fantôme, mais c'est une histoire qui, au début, entre le début et la fin, pardon, va devenir de plus en plus noire, de plus en plus déprimante. Il y a effectivement ce côté où l'auteur ne sait pas lui-même où il en est. L'auteur, le héros lui-même ne sait pas où il en est. Il est un peu perdu, il ne comprend pas, il se demande s'il devient fou. Et ce sont toutes ces questions-là en fait qui vont être explorées pendant cette histoire-là. Il le voit comme une apparition, d'où le titre, comme un fantôme en fait à cause de son aspect transparent, son aspect blanc, vous savez les images typiques qu'on a des fantômes, mais est-ce que c'est vraiment un fantôme? Ça c'est une autre question également qui est posée pendant ce court récit, voilà. Écoutez, moi je trouve que c'était une très bonne histoire, ça se suit très bien, c'est très intriguant, on se demande vraiment ce qui se passe. Là, bien entendu, je ne peux pas juger de la traduction puisque c'est un auteur russe, mais en tout cas, je trouve que ça se lit très bien. Ça m'a beaucoup plu, mais je pense que si on n'est pas dans un bon mood, si on n'est pas, c'est peut-être pas le genre de lecture qu'il faudrait faire. Alors, si on aime être justement dans l'ambiance on va dire du pumpkin, dans l'ambiance un petit peu gloomy, un petit peu macabre, un petit peu... à ce moment-là, n'hésitez pas, parce que franchement, on est en plein dedans, l'ambiance, c'est exactement ça. Par contre, oui, c'est quand même un récit un minimum déprimant, ce qui, je pense, est quand même un point commun de beaucoup d'ouvrages russes. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et écoutez, je pense... Alors, je ne sais pas par contre si ça existe toujours dans les collections à 2 €. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. De toute façon, je vous mettrai l'image si j'arrive à la trouver dans une collection plus récente, parce qu'en fait, tout ce que j'ai trouvé, ce ne sont que les vieilles éditions comme celles que j'avais. Il est possible aussi que le titre ait été changé, puisqu'il me semble que je l'ai aussi vu sous le nom de Fantôme.
Donc il faudrait voir en fait si, sous quelle version vous le trouvez, mais si vous vous décidez à le lire, ça peut être une bonne introduction pour l'auteur Tourguenieff, et ça peut aussi être une bonne introduction à la littérature russe, parce qu'en général ça fait flipper, parce que c'est des bricasses, voilà. Donc vu qu'il y en a des tout petits, faut en profiter, faut se faire plaisir. Ce n'était pas voulu, mais toujours dans la même veine, j'ai aussi relu le Horla de Maupassant. Donc ça c'est pareil, je l'avais lu à peu près à la même période et je ne me rappelais absolument pas de l'histoire. Comme j'ai récemment parlé de Maupassant avec vous et justement que j'ai toujours trouvé son écriture très belle, très agréable, ça me manquait un petit peu en fait de lire ses livres, je me suis dit puisque je me rappelle de rien, c'est pareil, c'est une toute petite nouvelle qui fait pareil 50-60 pages, je me suis dit allons-y. Alors on se retrouve de nouveau dans une ambiance assez déprimante, assez dépressive carrément, et assez sombre, et toujours avec ce côté où on ne sait pas bien si le personnage principal se fait des idées, est fou ou non, ou si vraiment il lui arrive quelque chose. Là aussi, l'histoire démarre sur une impression désagréable quand il dort la nuit, l'impression d'être observé dans sa chambre. C'est assez commun avec celui que j'ai lu juste avant. Je vous ai dit, c'était pas fait exprès, mais c'est très bien tombé. Et donc effectivement, cette impression va de plus en plus se concrétiser, en tout cas dans ses sensations, parce que réellement, il ne voit pas bien s'il y a quelque chose ou non. Justement, lui, contrairement à notre roman précédent, notre nouvelle précédente, pardon, va essayer de tester, va essayer de voir, parce que lui, il ne voit rien. Ce n'est qu'un simple ressenti, et il va par exemple mettre de la nourriture et du lait et de l'eau la nuit, juste pour voir si ça va être touché, renversé, consommé. Voilà, il essaie de trouver absolument une solution pour essayer de se prouver soit sa sainteté d'esprit, soit effectivement qu'il a bel et bien quelque chose dans sa chambre, ou alors il est juste complètement, complètement fou. Il y a d'ailleurs ce thème de la folie, et quelque chose qui revient très très souvent à cette époque-là, justement, chez pas mal d'auteurs, qui justement par la suite ont eu le problème en question. Et ici, le lendemain matin, après avoir fait son test, il se rend compte que la carafe de lait est vide, la carafe d'eau aussi, il me semble, mais par contre, la nourriture n'a pas été touchée. Il va refaire l'expérience, cette fois en scellant complètement les bouteilles, pour être sûr, effectivement, que ça ne soit pas lui, peut-être dans une crise de somnambulisme, qui va aller boire ses boissons qu'il a mises là. Et le lendemain matin, c'est la même chose, les deux bouteilles sont vides, sauf qu'il les a scellées de telle façon que si quelqu'un les avait bougées, y compris lui-même, il en aurait vu les traces. Voilà. À partir de ce moment-là, gros moment de panique, même s'il commence... Il se pose toujours la question vis-à-vis de lui-même, mais là, il commence à être persuadé qu'il y a bel et bien quelque chose qui le hante, quelque chose qui le suit, et il va faire plusieurs séjours, que je ne vous décrirai pas, puisque à chacun de ces séjours, il va se passer quelque chose. Par contre, il ne sentira plus cette présence. On va sortir complètement de cette ambiance complètement morbide et de peur, en fait, pour du moment qu'il va dans un autre endroit revenir sur des choses complètement gaies, gaies, façon de parler, mais on a l'impression quasiment que ça modifie le climat. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il y a réellement les nuages qui bougent, un rayon de soleil qui arrive sur l'histoire, et de se dire « Ah bah tiens, il est en train de faire telle et telle chose », mais il va quand même se passer des événements assez particuliers qui ne seront pas forcément liés à son problème de hantise. Désolée, je cherche des mots qui pourtant sont simples, mais des fois, ça fonctionne pas correctement. Voilà. Donc je ne vous en dirai pas plus sur cette histoire si vous ne l'avez pas lu, mais il me semble que beaucoup de gens ont eu à le lire à l'école. En tout cas, moi je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aussi aimé non seulement le développement, parce qu'effectivement, bon, il y a cette ambiance, encore une fois, cette atmosphère un petit peu de peur, de choses, on ne sait pas trop ce que c'est, et l'évolution de l'histoire avec des indices différents, et ce qui va se passer jusqu'à la fin qui fait que est-ce qu'on a vraiment une réponse à la véracité de l'histoire? Pour ça, il faut le lire. Mais ça n'est pas garanti. Et
Et par contre, comme d'habitude, l'écriture de Maupassant est un régal. C'est une histoire, je pense, qui peut être lue aussi par tout le monde, sauf encore une fois si vous voulez pas être dans un état un petit peu tristouille, un petit peu déprimant. Voilà, ça c'est le genre d'histoire, de toute façon, ça dépend du mood. Le Horla est considéré comme de la littérature fantastique, purement fantastique. Et par contre, il y a beaucoup d'autres contes de Maupassant fantastiques, mais qui sont très très difficiles à trouver de nos jours, parce qu'on arrive seulement à trouver des toutes petites compiles de deux trois nouvelles, mais il y avait, il y a quelques années, un livre, en fait, un recueil de ces nouvelles fantastiques exclusivement. Malheureusement, il n'existe plus. C'est difficile de mettre la main dessus. Si quelqu'un arrive à en trouver une édition ou quelque chose, dites-le moi en tout cas si c'est procurable. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien en lire d'autres de lui. Surtout dans ce domaine-là, ça m'intéresse parce que sa façon d'écrire justement est tellement réaliste, humaniste, que avec une nouvelle fantastique, ça a une incidence assez particulière sur vous quand vous le lisez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, pour la prochaine nouvelle, cette fois, je l'ai écoutée et non pas lue. Malheureusement, elle n'a pas été traduite en français. C'est une nouvelle d'Octavia Butler qui s'appelle Speech Sounds et que j'ai encore une fois absolument adorée. D'ailleurs, je vais clairement essayer de lire, en tout cas de trouver un recueil de ces nouvelles, parce que pour l'instant, j'ai à chaque fois des gros coups de cœur. J'ai aussi beaucoup aimé son roman dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, mais effectivement, oui, ces nouvelles à chaque fois me laissent... elles sont vraiment très très bien. Alors Speech Sounds, en fait, se passe dans un futur. C'est une nouvelle de science-fiction post-apocalyptique. C'est un futur où, suite à un virus, à une pandémie, la plupart, si ce n'est tous les êtres humains, ont leur capacité de communication tronquée, c'est-à-dire que la plupart ont perdu soit la parole, soit l'ouïe, et en fait ils ne peuvent plus communiquer par nos moyens habituels. Certains aussi ne savent plus lire, ne savent plus écrire, et en fait la plupart d'entre eux, justement, ne pouvant pas s'exprimer, portent des symboles, portent des objets en fait qui font office de nom et communiquent par le langage des signes. Sauf que beaucoup d'entre eux, à cause de la frustration que cette situation provoque, finissent par devenir jaloux, par devenir violents. Ils deviennent jaloux en fait si les autres personnes n'ont pas le même handicap qu'eux. En fait, le fait d'avoir un autre handicap, ils considèrent qu'en fait c'est eux qui sont mal lotis. Et du coup, il y a très régulièrement des bagarres qui éclatent, des gens qui s'entretuent. C'est vraiment un monde très très dark, un monde très négatif où effectivement il n'y a plus grand chose qui reste. On va suivre le personnage de Rai en fait qui va réussir à prendre un bus pour rentrer chez elle. Elle essaye de rentrer chez elle parce que ça fait 2 ans qu'elle en est partie à cause de cette situation. Son mari et ses 3 enfants sont morts à cause de la pandémie. Oui, parce qu'en fait, ce sont les survivants qui ont le handicap en question. Et puis les autres, ils n'ont pas survécu, tout simplement. Et en fait, elle a voulu fuir sa maison, elle a voulu fuir cet endroit, elle ne voulait plus rien voir qui lui rappelle sa famille. Et donc, elle est partie comme ça pendant 2 ans, à errer à droite à gauche. Elle a réussi à prendre un bus, sauf que dans ce bus, en fait, de nouveau, des tensions éclatent. Le bus est obligé de s'arrêter. Et effectivement, donc voilà, elle finit par décider de partir d'elle-même et d'essayer de rentrer par d'autres moyens. Alors en fait, son but, c'est de rentrer chez elle pour se suicider dans un cadre connu. Comme apparemment beaucoup d'autres le font parce qu'ils ne voient plus d'intérêt dans cette vie, ils ne comprennent plus en fait ce qui les entoure, ils ont l'impression en fait d'être complètement coupés du monde, ils ne comprennent plus ce qui est écrit, ils ne comprennent plus ce qu'ils voient, ils ne comprennent plus, et le fait effectivement que chacun ait des handicaps différents fait que la communication est très difficile selon la personne sur laquelle vous tombez, et donc voilà, donc ces problèmes de violence, ces problèmes... l'ambiance de cette nouvelle est vraiment très lourde, très très lourde, et en même temps, de la même façon que dans Bloodchild, quelque chose que j'admire en fait chez cette femme dans ces nouvelles, c'est à quel point elle est capable de créer une atmosphère, des personnages attachants,
une ambiance et aussi une densité dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on comprend une histoire qui aurait pu être développée sur peut-être 200 pages, mais juste en quelques pages. Je trouve ça quand même assez incroyable. En tout cas, si vous pouvez lire l'anglais, si vous pouvez... je vous mettrai de toute façon la nouvelle en lien, puisque c'était sur une vidéo YouTube que je l'ai écoutée. De la même personne d'ailleurs qui a lu Bloodchild, qui était vraiment excellente. Et même s'il y a effectivement quelques petits défauts dans l'audio, mais ça n'enlève rien. Et franchement, moi, j'ai adoré. Voilà. Après, c'est ambiance post-apocalyptique, comme je vous ai dit, c'est très dark, c'est très... si on aime ce genre de choses, sincèrement, on ne peut que se régaler. Alors, par contre, si vous lisez de l'anglais aussi et que vous voulez juste lire le livre, apparemment, cette histoire fait partie de 2 recueils. Elle fait partie du recueil Bloodchild and Other Stories. Et elle fait aussi partie du recueil Wastelands, Stories of the Apocalypse, qui est un recueil qui n'est pas de nouvelles d'Octavia Butler, mais de plusieurs auteurs sur justement le thème de l'apocalypse, que je vais d'ailleurs essayer de me procurer parce qu'il a l'air très très bien, en sachant qu'il y a des auteurs comme Orson Scott Card, qu'il y a George Martin, qu'il y a Stephen King, qu'il y a Gene Wolfe, enfin il y en a plusieurs comme ça, très très intéressants, donc je vais essayer de mettre la main dessus, puis comme ça je pourrai vous en parler. Sinon... je vous avais déjà parlé de la nouvelle de la même autrice de Bloodchild que j'avais absolument adorée, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Alors en fait, elle a été traduite. Pour le magazine Bifrost, qui est édité par le Bélial. Vous savez, Bifrost est un... Je ne sais plus par contre si c'est un mensuel ou un bimensuel, qui souvent est fait autour d'une thématique et dans lequel on trouve des nouvelles originales, justement, qui ne sont en général pas publiées dans des livres qu'on peut trouver dans des librairies, et qui tourne autour essentiellement de la science-fiction, mais aussi à l'occasion de l'horreur. Et je vais vous dire ça plus en détail, parce que je vous en avais beaucoup parlé, effectivement j'avais trouvé cette nouvelle absolument incroyable. Donc sincèrement, si vous pouviez la lire, en tout cas, alors après Bloodchild, c'est de la SF aussi, horrifique aussi, juste génial. Mais ça met mal à l'aise, voilà. Par contre, je préfère prévenir, ça met très mal à l'aise, et c'est gore, hein. Celle dont je viens de vous parler... Pas forcément gore, par contre Bloodchild, oui. Et c'est dans... Voilà, en français, c'est Enfant de sang. Ça a été paru en 2022. Donc... Et c'était dans le Bifrost numéro 108. Voilà. Et c'est une nouvelle qui avait eu des prix. Elle avait eu le prix Hugo de la meilleure nouvelle. Enfin, elle a eu pas mal de choses. Et la première nouvelle de cette autrice qui a eu un prix, c'est justement Speech Sounds, celle dont je viens de vous parler à l'instant. Puisque c'est une nouvelle qui a beaucoup touché les gens, non seulement à cause du côté angoissant, horreur, post-apocalyptique, SF, mais aussi justement pour toute sa vision de la communication et du handicap. Voilà, ce sont vraiment 2 thématiques très très fortes là-dedans et qui sont vraiment, qui font réfléchir à ce thème d'une façon un petit peu différente. Voilà. Donc moi, très sincèrement, je ne peux que vous la conseiller, bien entendu. Mais forcément, si j'ai adoré, je vais pas vous dire n'allez pas le lire, hein. C'est logique. Et on va finir avec une autre nouvelle. C'était la journée nouvelle de Robert Howard, puisqu'en fait j'ai continué le volume 1 de l'intégrale de Conan le Cimérien, et cette nouvelle est La Citadelle écarlate. Alors je sais qu'elle est la préférée de beaucoup de personnes, et moi aussi j'avoue que je l'ai beaucoup aimée. Alors par contre avec cette nouvelle, je réitère mon impression sur Conan le Barbare et les écrits de Howard pour l'instant, je dis bien pour l'instant. À part la fille du dieu du gel dont je vous avais parlé précédemment, je ne vois pas spécialement de racisme, de misogynie ou en fait, effectivement, ce que j'ai entendu reprocher à l'auteur précédemment. Voilà. Donc après, effectivement, des fois, il y a des expressions où de nos jours on pourrait se dire ouh là là, ça se dit pas, mais par exemple dans La Citadelle écarlate, il y a des moments où il est en train de parler de cet affreux noir, cet homme au visage noir, parce que c'est l'un des ennemis, c'est l'un des méchants, et puis à côté de ça, il va aussi reprocher à un autre sa pâleur, d'être blanc, etc. Donc pour moi, il y a quand même un, comment dire, je ne ressens pas de rejet des couleurs différentes ou de choses comme ça. Pour moi, ça rentre complètement dans la description du personnage, dans le sens où, quand il y a un personnage que Conan déteste, il le décrit avec les pires termes qui soient. Voilà, que ce soit le regard, la peau, les cheveux, le machin, il y a tout qui y passe, mais ça peut être n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme. Alors, encore une fois, on verra bien où est-ce que je tomberai. La misogynie, pour l'instant, je la vois pas spécialement non plus. Il y a juste un moment de l'histoire où on comprend bien que Conan a eu un harem.
Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vraisemblablement, elles étaient plutôt bien traitées. Voilà. Donc après, voilà, c'est le contexte de l'histoire, hein. C'est pas forcément non plus, ce n'est pas un indicateur de ce que voulait l'auteur. Voilà, encore une fois, il faudra forcément que j'en lise plus pour avoir une meilleure idée là-dessus, mais tout simplement, avec ce que j'ai pu entendre là-dessus et qui me faisait peur avant de le lire, pour l'instant, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, tout se passe bien. Voilà. Alors, la citadelle écarlate, cette fois-ci, on retrouve Conan dans le rôle de roi, puisque comme je vous avais expliqué, chaque nouvelle, en fait, se passe à des époques, à des temps différents, dans des lieux différents, et parfois dans des rôles complètement différents. Conan semble être une incarnation, en fait, de type de personnage, plutôt qu'un personnage individuel. Voilà, je ne pense pas forcément que ce soit un individu, même si il est un petit peu décrit comme tel, mais en même temps, vraisemblablement, il peut pas avoir vécu à tant d'époques et avoir eu tant de rôles, c'est pas possible, voilà, à moins que le mec soit invincible, immortel, et d'après l'histoire, c'est pas le cas. Voilà. Alors, on le retrouve donc en tant que roi, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il règne, mais en fait, il va être trompé par des personnes qu'il pensait le soutenir, et en voulant aller les aider, il partait vraiment avec de très bonnes intentions. En fait, quand il est parti avec son armée, il va être pris de court, il va être attaqué. Et en fait, c'était le but, c'est-à-dire que c'était de pouvoir détruire son armée pour pouvoir lui l'emprisonner, le prendre et ensuite récupérer ses terres. On va donc suivre l'aventure de Conan, qui va être pris par cet ensemble de souverains, en fait, parce que ça a été une coalition contre lui, tout simplement par cupidité. Il voulait l'argent, le territoire, les femmes, tout en fait ce que possédait Conan. Et effectivement, donc c'était plus de l'avidité, de l'avarice que comment dire, que juste de prendre le territoire pour des droits ou pour des raisons valables. Voilà. Il semblerait que d'ailleurs le peuple sous Conan était plutôt heureux, ça c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure. Mais revenons-en à Conan. Conan va être enfermé dans la citadelle écarlate, qui est le palais de Tsoto, un magicien très redouté et qui est un petit peu à la tête de cette coalition. Voilà. On va donc le retrouver enfermé dans cette espèce de sous-sol, sous la citadelle, dans lequel il va rencontrer nombre de monstres, nombre d'ennemis qu'il va devoir battre, qu'il va devoir essayer d'amadouer. Il va, en fait, ça a un petit côté, j'allais dire Donjons et Dragons, j'y ai jamais joué, mais ça fait un petit peu penser au RPG, vous savez, où on doit passer certains monstres, certains caps pour réussir à arriver dans la pièce suivante, etc. Enfin, il y a un petit peu ce côté-là. Et effectivement, moi j'ai bien aimé. Alors par contre, pour ce qui est des monstres de Tsota, attention, je dis peut-être une connerie, mais parce que ça fait très très longtemps, je pense que le film qui a été fait avec Schwarzenegger a été inspiré de cette nouvelle. Parce qu'au fur et à mesure que je la lisais, il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait revenir des images du film, que j'ai vu il y a une éternité, mais que j'avais adoré gamine. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai revu il y a quelques années, justement parce que je me disais, oh, j'avais adoré ce film. Et puis bon, à part des grognements, des machins, bon, c'est vrai que c'était pas... Mais oui, j'ai retrouvé pas mal de passages, pas mal de choses en fait qui me semblent sont liées. Alors, est-ce que le film était une combinaison de plusieurs histoires ou essentiellement basé sur celle-là? Je ne peux pas vous dire sûr, mais il me semble que c'est le cas, hein, voilà. Donc voilà, alors forcément je vais pas vous en dire plus parce que les histoires ne sont pas hyper longues et puis il y a plein d'histoires pour comprendre le personnage de Conan, mais je voulais quand même vous en parler, d'autant plus qu'il y a une bande dessinée, vous savez, qui est sortie, il y a toute une série de bandes dessinées qui illustrent chacune des histoires de Conan qui sont sorties, et si vous n'avez pas forcément envie de lire le livre, bah peut-être que la bande dessinée pourrait être sympa. La bande dessinée je ne l'ai pas encore lue, mais par contre je pense que du coup je vais la lire justement pour voir un petit peu comment ils ont illustré cette histoire. Voilà. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est une nouvelle que j'ai trouvée bien sympathique, bien agréable à lire. Et voilà, bah encore une fois, moi j'ai rien à dire. Moi, avec Conan, je passe plutôt un bon moment. Je dis pas forcément que c'est quelque chose que je lirai beaucoup à la suite, c'est-à-dire que je vais pas les manquiller toutes les histoires. Mais à l'occasion, une histoire de ci, de là, c'est très très plaisant. Je pense que si on lit tout d'affilée un petit peu comme un roman, ça doit être super redondant en fait, parce que je pense que ça doit être un peu répétitif, un peu toujours avec Conan, avec ce parchrome, je sais pas quoi, et puis toujours avec ses yeux bleus, ses cheveux noirs, enfin il y a des petites répétitions qui font plutôt rigoler en fait quand on les lit séparés, mais qui je pense si on le lit d'un bloc, ça, en fait, ça doit être saoulant quoi.
Mais de toute façon, ces nouvelles ont été publiées à pas mal de temps d'intervalle, puisque c'est dans des publications, dans des choses comme ça. Donc je pense que le but, c'est pas de le lire d'un bloc. De toute façon. Voilà. Ben écoutez, j'espère que avec ce petit bilan de petites nouvelles et de petites lectures, ça vous aura donné quelques petites idées. Et il me semble que la pluie s'arrête et que le soleil sort et que je vais pouvoir sortir faire un tour. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, surtout si vous avez lu des choses des mêmes auteurs, voilà. Vous savez, j'adore toujours entendre des choses sur des bouquins, quels qu'ils soient. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!